Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Qui a dit que la Formule 1 faisait relâche? Mais pas du tout, certainement pas en tout cas en ce mois de juillet, puisqu'il y a même 4 Grands Prix qui sont prévus. Et on va parler aujourd'hui de ce Grand Prix de Hongrie en compagnie de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Ça va, le marathon, tu le tiens bien? Super, Ah, impeccable. Non, je me régale. Là, quand il y a des Grands Prix comme celui-là, alors là, c'est que du bonheur. Là, c'est vraiment que du plaisir. La victoire de Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, ça c'est du classique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. Avec une semaine qui avait commencé par la reconduction d'ailleurs, tiens, du contrat de Nico Rosberg. Secret de Polichinelle, bon, il a obtenu la petite rallonge financière qu'il attendait. Bon, voilà, il est content. Il gagne toujours beaucoup moins qu'Hamilton, mais Hamilton est quand même 3 fois champion du monde. Voilà. Éventuellement, ça a continué par une petite polémique à l'issue des qualifs, qui ont été assez spectaculaires. Déjà, elles ont duré très longtemps, la pluie, c'était pas mal. Et puis à la fin, il y a la pole position de Nico Rosberg, mais elle est restée un petit peu en travers de la gorge de Lewis Hamilton. Alors, au-delà de la réaction de Lewis Hamilton, qu'en as-tu pensé? Alors, j'étais partagé parce que dans un premier temps, j'étais ravi qu'on ne pénalise pas Rosberg une nouvelle fois. Tu l'as dit, ça a été un petit peu apocalyptique dans tous les sens du terme, mais c'est surtout le tête-à-queue finalement de Alonso dans la dernière partie des qualifs qui a évidemment posé problème. Alors, il y avait double drapeau jaune dans cette zone et ça évoque évidemment les très mauvais souvenirs avec notamment Jules Bianchi. On a vu que certains pilotes levaient le pied plus que d'autres, d'autres beaucoup moins. C'est le cas de Nico Rosberg qui a perdu, semble-t-il, 1/10 de seconde dans ce secteur précis et qui pour autant fait la pole. A-t-il assez levé le pied? La réponse est évidemment non. Je crois qu'il faut être clair entre nous. Alors on ne l'a pas disqualifié. Là aussi, je ne vais pas revenir derrière et prôner et plaider le contraire de ce que je dis d'habitude, mais c'est quand même très limite. Lewis Hamilton, d'ailleurs, en a fait état après le Grand Prix, ce qui n'est pas forcément très élégant dans la formulation et dans le moment, puisqu'il venait de le remporter, ce Grand Prix. Mais bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de cadeau entre les deux pilotes. Oui. Et moi, je suis d'accord avec Hamilton, si tu me demandes mon avis. C'est-à-dire que oui, un pilote doit lever beaucoup plus notablement. Il y aurait eu un commissaire sur la piste en train de pousser la monoplace ou n'importe quoi, où il aurait éperonné la monoplace d'Alonso qui était en travers, et ben on en aurait parlé autrement. Donc oui, faut lever, plus que ça, quand il y a double drapeau jaune agité dans les zones. Bon, voilà. Mais alors attends, question complémentaire, tu accuses Rosberg ou la direction de course? Alors, dans un premier temps, j'accuse Rosberg, parce que quand il a vu les doubles drapeaux jaunes, même si, et il est passé derrière Hamilton à ce moment-là, c'est-à-dire qu'Hamilton arrive sur le lieu de l'incident. Bon, lui, il est vraiment impacté. Lui, il lève, lui, il lève complètement, il perd, je crois, une demi-seconde, ou bon, enfin, il lève notablement, il le dit, il perd 20 km/h. Et donc, lui, il dit, moi, dans une Formule 1, avec 20 km/h de moins, je peux m'arrêter. Rosberg, il perd, je sais pas, 3-4 km/h, ou même pas. Il soulage à peine, il voit que c'est bon. Alors, parce qu'il voit que c'est bon, il remet. Mais il respecte pas la consigne qui est quand il y a double drapeau jaune agité, soyez prêts à arrêter votre monoplace. Voilà. Bon. Alors donc, Nico Rosberg est bien en pole position. Et là pour lui, évidemment, c'est peut-être déjà quasiment une main sur la coupe du Grand Prix. Or non, il n'en profite pas et tout se joue ou pas au départ? Alors, tout se joue au départ, bien sûr, puisque naturellement, Nico Rosberg fait un bon départ, mais un petit peu moins bon que celui de Lewis Hamilton, et surtout beaucoup moins bon que celui de Daniel Ricciardo, qui est placé derrière, du même côté de la piste. Et alors, on le voit bien, le Rosberg, il se dit « je me méfie au maximum d'Hamilton sur mon côté droit, donc je vais fermer la trajectoire à l'intérieur, 618 mètres, ça me revient, il y a entre le départ et l'apex, comme on dit, c'est-à-dire le point de corde du premier virage, donc il ferme à droite, et puis évidemment, il ne voit pas qu'on l'attaque par la gauche, et il ne peut pas être partout, et il se fait passer par Ricciardo. Alors, du coup, il a 2 pilotes devant lui. Alors, il remet les compteurs à zéro dans le deuxième virage, dans la cassure à gauche en dévers, qui n'est pas évidente du tout. Et là, il arrive à reprendre sa deuxième place. Mais oui, on le sait après, le Grand Prix, il se joue là. Alors, malgré tout, l'écart sera faible tout au long du Grand Prix. Et même Rosberg sous-entendra qu'Hamilton n'a pas tout donné non plus et quelque part le bloquer un petit peu. Je vais te dire, mets-toi à la place d'Hamilton, et tu veux bien, moi aussi. Tu es en tête du Grand Prix, tu maîtrises ton truc, c'est toi qui dictes ta stratégie, tu es le patron. Tu as une monoplace que tu connais parfaitement, tu gères tes pneumatiques parce que tu ne sais quand même pas ce qui va arriver, parce que là, il y a une chaleur épouvantable, la plus chaude qu'il y ait jamais eu depuis le début de la saison. Le problème, une nouvelle fois, je vais le redire, ce sont les pneus Pirelli qu'il faut gérer. Tu sais que tu es parti pour une stratégie à 2 arrêts. Tu pars avec les super soft, tu arrives à les faire durer 2 tours de plus, tu gères. Parce que malheureusement, la Formule 1 aujourd'hui, c'est de la gestion. On l'a tellement dit, c'est de la gestion de pneumatiques, c'est de la gestion de consommation, c'est de la gestion. Et donc, comme tu maîtrises parfaitement ton truc, tu maintiens ton équipier derrière, à tel point qu'à un moment, c'est ça que tu vas me demander,
à un moment, et ben du coup, du côté de chez Mercedes, Oui. comme on fait un undercut, c'est-à-dire on arrête Daniel Ricciardo un poil plus tôt que les autres, puisque Pour essayer Ricciardo, d'anticiper et donc de profiter, c'est ça l'undercut, vous le savez. on l'arrête au 33e Oui. tour, alors qu'on a prévu d'arrêter les autres au 42 et 43e, et du coup, chez Mercedes, on dit oh là, ils sont en train de nous faire un coup là. Et moi, à la place de Red Bull, Oui. c'est pas ça que j'aurais fait. On va y arriver. C'est que j'aurais mis des super soft pour le dernier relais, encore un poil plus tard, et là j'aurais brouillé les cartes. Et là, peut-être Mercedes aurait dû réagir au moins avec l'un de ces deux pilotes, pour couvrir, comme on dit, la stratégie agressive d'un adversaire. Bon, en tout cas, Jean-Luc, pour conclure sur Mercedes, on a le sentiment, voilà, ça fait 5 victoires Ouais. dans les 6 derniers Grands Prix Ouais. pour Lewis Hamilton. Tu l'avais déjà largement dit dans cette émission qu'on vous propose après chaque Grand Prix. Oui, là, ça a basculé peut-être le sort de ce championnat déjà depuis un certain nombre de semaines. Écoute, je suis au regret, parce que ce que j'aime, c'est l'affrontement. Alors, il est là, l'affrontement. On avait 1 point d'écart avant ce Grand Prix de Hongrie, on a 6 points d'avance maintenant pour Hamilton, mais On le se dit problème... 6 points et autant de victoires chacun. C'est ça qu'on peut se dire mathématiquement, mais c'est en surface. c'est ça qu'on peut se dire mathématiquement. Et le prochain Grand Prix sera un autre bras de fer, parce que là, on est chez Nico Rosberg, on va dire virtuellement, parce qu'on sait très bien qu'il est de nationalité allemande, mais il revendique plutôt le fait d'avoir vécu à Monaco, il le dit chaque année. Donc bon, je ne sais même pas si les Allemands le reconnaissent véritablement comme un des siens, ça c'est pas notre problème. En tout cas, il va être chez lui, comme il dit, c'est le deuxième Grand Prix à domicile. Et bien là, si Rosberg ne parvient pas non seulement à décrocher la pole dans des conditions normales, mais à devancer Hamilton, là ce sera le tournant du championnat. On vient de basculer dans la deuxième moitié, et là je peux te dire que malheureusement, pour Rosberg, et tant mieux pour Hamilton, ben, il aura pris la main. Il y aura 4 semaines de vacances derrière tout ça. Et je pense que quand on fera le bilan à Spa, écoute, pour moi, le tournant, puisque je le dis là maintenant, c'était l'accrochage à Barcelone. Comme je l'avais dit lors de l'accrochage à Spa, tu t'en souviens, où Rosberg avait essayé de jouer les gros bras en disant après coup, je l'ai peut-être fait effrayer, attention à lui. Hein. Bah, après, il a merdé, il n'y a pas d'autre mot, il a merdé à Monza et toute la fin du championnat a été en faveur d'Hamilton qui a gagné le titre. Et ben moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu pareil et que lors de cet accrochage, celui qui a le plus perdu, c'est Rosberg. Bah ouais, il a perdu en tout cas le rythme qui était le sien du début d'année et comme si oui. effectivement les ailes lui avaient été enlevées en plein vol. Bon, Rognier. Alors, moi je voulais te poser effectivement une question sur Red Bull. D'abord, moi je constatais que ça faisait du bien certainement au moral de Ricciardo. Il est quand même sur le podium et il est devant Verstappen. Il avait le sourire. Bon, il a Oui. souvent la banane quand même, Daniel Ricciardo. Mais là, oui, c'est clair que... Alors moi, j'aurais tenté une stratégie là aussi. Parce que alors. la stratégie de Ricciardo, on lui a mis les super softs comme tout le monde. 15e tour, on lui met les softs. 33e, les softs. Oui. Moi, j'aurais emmené... Enfin, c'est facile à dire. J'aurais emmené le train de soft, le premier, pour le deuxième stint, le plus loin possible, et je lui mettais les super soft, ce qu'on a fait chez Raikkonen. Voilà, et là, je te brouillais les cartes. Oui. Et là, alors évidemment, c'était délicat, mais avec une monoplace allégée en carburant, une piste bien chargée en gomme, il y avait un coup à jouer. Et là, on aurait eu un Grand Prix panache. Voilà. Bon. On l'a eu, mais Oui. on a eu. Parce que je vais te poser la question sur Raikkonen. Alors, il n'y a qu'un point d'écart entre Ricciardo et Raikkonen. Il y a 5 points avec Vettel derrière. Il y a 15 avec Verstappen. Ah, il y a un qu'il beau faut paquet, inclure là. Il y a un dans- super beau paquet. Ah oui, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Alors, c'est vrai que c'est Raikkonen un petit peu là qui a crevé l'écran, Ouais. parce qu'il nous fait une super remontée. Ouais. Hein. Écoute, il y a eu trois duos, trois duels, 3 doublettes. On a parlé de Mercedes, on a parlé maintenant, tu viens de le dire, de Ricciardo avec Vettel qui a remonté Voilà. également, qui a fait une belle course. Vettel un peu en bon, il termine derrière sur les talons, il n'avait pas les moyens de le battre, mais bon, peut-être là aussi fallait-il oser une autre stratégie. Et puis derrière, alors on a notre duo qu'on adore, parce que depuis Barcelone, on a bien compris, et une nouvelle fois, Raikkonen se fait damer le pion par ce foutu gamin Oui. de 18 ans. Et là, il y a... Alors, on Il peut l'a discuter... toujours pas doublé, hein. Non. Alors, on peut discuter à l'envie en disant, bah Alors, oui... si, la question qui se pose, c'est est-ce que Verstappen ne change pas trop de ligne? Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment quand même, Jean-Luc, un scandale, je mets ça avec des guillemets, Verstappen qui ne respecte pas cette règle de ne pas changer de ligne plus d'une fois? Alors, probablement, il ne la respecte pas. Mais il n'y a pas de coup d'embrouille, il n'y a pas de coup d'arnaque, il y a volonté de défendre sa position de manière, certes, assez agressive, autoritaire, virile, appelle ça comme tu veux. Pour moi, c'est viril mais correct, comme on dit en rugby. Et je sais, le point précis, c'est quand il y a effectivement un bout de la moustache avant de la Ferrari qui gicle, mais on comprend bien la position de Verstappen. Il a les yeux collés, scotchés dans les rétros. Il sait que l'autre est juste derrière qui va l'attaquer. Donc, il est au milieu de la piste. Il voit Raikko se décaler vers la droite pour l'attaquer à l'extérieur du virage numéro 2, ce qu'a fait donc de manière concluante Nico Rosberg au détriment de Ricciardo. Donc, il se déporte légèrement sur la droite, puis évidemment, l'autre plonge à gauche. On l'avait bien compris, la manœuvre, et lui aussi, et il se rabat sur la gauche. Mais la preuve, il enlève juste un petit bout d'aileron avant, il ne se rabat pas sur lui, il ne cherche pas l'accrochage. Alors, pour moi, c'est un
c'est un incident de course, si tu veux. Et quand on repense aux grandes batailles, Mansell-Senna ou des choses comme ça, il y en a eu des coups comme ça. Et il n'y a pas de mauvais coups, si tu vois ce que je veux dire. D'autres pilotes dans le passé en ont fait des mauvais coups. Et là, il n'y a pas de mauvais coups. Et pour moi, c'est super. C'est comme ça qu'on aime le sport automobile et la Formule 1. Bon, Voilà. écoute, allez, c'est dit. Bon, si on déroule un petit peu les autres pilotes dans les points, bon, moi j'ai envie de mettre une petite mention à Alonso quand même. Parce que bon, McLaren, c'est vrai que quand on termine 7, ça me semble pas si mal. Écoute, c'est pas si mal, mais Ouais. il le dit, c'était un long après-midi, ouais. il s'est embêté. Il part 7, il termine 7. Il n'avait pas les moyens d'aller évidemment chercher, je ne parle même pas des Mercedes, mais les Red Bull ou les Ferrari. Il a réussi à contenir derrière la Toro Rosso de Carlos Sainz qui s'en plaint aussi. Bon, so what? Je veux dire, là aussi, il y a du progrès quand même. Hein. Oui. On le dit depuis le début de la saison. On peut être, et Button aurait pu être dans les points. Alors tiens, peut-être tu vas me poser la question sur la radio de Button? Non? Oui, exactement. Bon, Mais alors, juste Alonso, Oui. il s'est ennuyé. Il a fait un beau boulot de double champion du monde, mais il se barbe un peu. Là, maintenant, il va falloir encore hausser le niveau de jeu. Parce que par rapport à la radio de Button, il y a deux niveaux en fait. Il y a l'annonce de fin de semaine où on apprend que maintenant les communications façon Rosberg à Silverstone, c'est plus possible, il faut rentrer au stand et là, à la rigueur, on résout le problème. Mais en fait, Button, il dit c'est ce qu'on a fait, mais on est rentré au stand trop tard, il se fait pénaliser. Donc il dit bon il est furieux quoi. Et il a eu de l'humour même, Button. Même en pilotant, il a sorti des trucs en disant attends, quand on a la pédale de frein qui va à fond, si ça c'est pas un élément de sécurité, écoute, il y en a marre de ces règlements et de ces interprétations. Je vous le dis depuis des mois, voire des années maintenant. Halte à la radio, il y a des panneaux, le pilote a un problème, il ne sait pas le résoudre, il s'arrête tout seul, il n'a pas le choix. Donc il s'arrête tout seul, donc le règlement est très clair, et puis il y en a ras-le-bol d'avoir ces consignes sans arrêt, bidouille le machin. Interprétations, Mais évidemment que c'est impossible pour le pilote, malgré toute sa formation, de savoir que dans tel cas, parce qu'il y a tel capteur, lui il ne sait même pas quel tel capteur. Tu as vu déjà comment c'est un volant de Formule 1? C'est une usine à gaz. Donc on demande au pilote de piloter, d'avoir des décisions, de prendre des décisions sur le coup. On ne lui demande pas d'être un ingénieur, heureusement. On interdit la radio en Formule 1. C'est très simple. Il n'y aura plus d'interprétation et il n'y aura plus de situations grand guignolesques comme celle-là. Voilà, avec un champion du monde quand même, Jenson Button, que l'on contraint à se comporter comme un gamin mal élevé. Ah, je t'ai pris, alors je te fais faire une pénalité de 10 secondes. C'est grotesque. Bon. Voilà. J'ai encore deux questions, Jean-Luc. La première, elle est un peu anecdotique, mais quand même. Lewis Hamilton face à Esteban Gutiérrez, c'est un doigt d'honneur? C'est pas un doigt d'honneur? C'est bien? C'est pas bien? Alors, en direct sur RMC, sur le coup, pour moi, j'étais poli, j'ai dit, il lui a levé le doigt, mais je crois que c'est l'index. Il me semble bien que c'était le troisième doigt qu'il a levé. Donc, effectivement, mettons qu'il y en avait deux, et mettons que c'est un geste, et ça va te plaire, c'est un geste à la Steve McQueen dans Le Mans, genre comme ça, tu vois. Et tu commences à me gonfler et ça va aller. Tu me l'as fait une fois, mais je te préviens, tu me l'as fait pas deux. C'est évident que Gutiérrez, jeune Mexicain, plein d'ambition, pour le moment encore un peu en train de ronger son frein, c'est le cas de le dire, chez Haas, oui, alors c'est pas bien de ne pas laisser la place, surtout que là tu peux pas dire que tu n'as pas vu. Tu as des drapeaux bleus partout et tu as des feux bleus qui s'allument. Donc si vraiment tu te dis pas, il y en a un qui est en train de me rattraper et en l'occurrence c'est le leader. Non, je crois qu'il l'a pas nié, simplement il dit j'attendais le bon moment pour m'écarter, c'est-à-dire la ligne droite. Oui, mais quand on est à se battre à des dixièmes de seconde, malheureusement, alors tu dois pas te coucher et te jeter dehors, enfin tu dois à la moindre occasion, surtout que c'est rien, un lift, tu lèves un petit peu, l'autre passe, c'est terminé. Et tu perds un minimum de temps. Tu sais, moi j'ai connu ça au Dakar aussi, où tu avais des mecs qui te résistent pendant des kilomètres et des kilomètres, où tu es plein phare derrière, tu klaxonnes et tout, le mec il veut pas bouger. Et après tu lui dis, mais tu m'as pas vu? Ah non, mais j'attendais. Bon, c'est stupide. Moi, quand je me faisais doubler, tu vois, je permets de donner mon expérience. Tu sais qu'il y a un mec plus rapide que toi derrière, tu lèves, tu le laisses passer, puis tu te remets derrière. Et tu as perdu un minimum de temps. Donc c'est stupide. Bon. Voilà. Dernière question, c'est pour Renault. Bon, on sait que ça se passe pas très bien en ce moment. On croit comprendre que les deux pilotes sont clairement menacés. Oui. Et moi, je te cache pas que j'ai compati, on va dire, pour Jolyon Palmer, qui pouvait la marquer le point de la 10e place. C'est sûr qu'au niveau, au moins de son moral, ça lui fait du bien. Ça lui aurait fait du bien. Et donc, tu as vu, il se fait un tête à queue un peu bête en fin de course. Et évidemment, ça lui ruine tout. Il est plus dans les points. Écoute, je vais parler en français, ce brave garçon, parce que j'ai rien contre lui du tout. Mais ils sont pas du niveau. Moi, je suis désolé. D'ailleurs, on le sait bien, Frédéric Vasseur connaît trop les pilotes. Il a hérité, entre guillemets, de Magnussen et de Palmer. Et je suis plus déçu d'ailleurs par Magnussen que par Palmer. Je m'attendais à ce que Kevin Magnussen propose une autre démonstration à un autre niveau. Alors,
pour reprendre ceux dont tu parlais, il y a quand même 3 pilotes, d'après ceux que j'identifie. Il y a Sergio Pérez qui était parti en soft et qui avait ce choix, qui pouvait le faire. Il y a donc également, on vient d'en parler, Kimi Raikkonen. Oui. Et il y a Jolyon Palmer. Le calcul était bon. On amène Palmer dans les points. Oui. Alors après, je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, Bon, c'est moi ça. je veux bien, mais là c'est un peu faible, un jeune homme. Il a fait une bêtise, quoi. Il a beau dire, ah ben je comprends pas, je suis rentré partout pareil. Alors ça peut arriver effectivement, et on le voit encore plus simple. Tiens, une descente à vélo, je vais prendre, tu vois, une comparaison, ou à moto, où tu passes exactement la même vitesse sur la même trajectoire, le type devant toi il sort et toi tu sors pas, ou l'inverse. Tu peux te poser des questions. Moi je pense qu'il a dû peut-être, quoi qu'il en dise, être légèrement en dehors de la trajectoire. C'était un petit peu plus poussiéreux, ou alors il a donné un angle au volant à ce moment-là. Il n'était pas en charge, il y a une légère bosse, je suis incapable de te dire, mais il y a forcément quelque chose. Il n'y a pas zéro, c'est pas ah bah elle m'a échappé comme ça. Et il a du bol, hein, il paye pas cher parce qu'il finit pas comme Magnussen lors des essais, il finit pas dans le rail. Il termine sa course 12e. Bah oui, c'est dommage. C'était un point pour Renault. Je crois que les ambitions de Renault, elles sont nettement plus élevées. Et je crois qu'il y a un certain Esteban Ocon qui est un petit peu dans les tiroirs. Écoute, je vais être cruel, mais je vais dire, moins de Jolyon Palmer fera de belles performances, plus on a de chances de voir Esteban Ocon arriver, tu me vois venir. Et même chose pour Kvyat, si tu me poses pas la question. Parce que Kvyat, il s'est pris les pieds dans le tapis alors que Sainz, ça a été bon. Ouais. Il y a un certain Pierre Gasly qui a gagné en GP2 et qui a pris la tête du championnat. Voilà. Et on sait très bien que c'est la condition sine qua non que le docteur Helmut Marko a fixée à Pierre Gasly. Et écoute, moi je ne vais pas être méchant avec Kvyat non plus, mais si on peut avoir 2 jeunes pilotes français plein d'ambition en Formule 1 l'an prochain, moi je serais vraiment super content. Voilà. Eh bien, allez, ce sera un de nos espoirs, même si on n'a rien évidemment contre les autres pilotes, et ceux notamment en place. Bon, et bien voilà, merci Jean-Luc de toutes ces explications. Je crois qu'on a balayé toute l'actualité autour de ce Grand Prix de Hongrie. Merci de votre fidélité et votre passion. Le débriefing F1, vous le savez, c'est sur motorstay.com. Salut à tous. Salut.